Mes prochains invités, vous connaissez notre député fédéral, Bernard Généreux. Bonjour. Bon matin. Comment ça va? Très bien, Michel. Toi-même? Oui, merci. Oui. Chaque année, à la même période, vous venez nous présenter une stagiaire qui vous accompagne toute la journée. Tout à fait. Alors, pour vous suivre toute la journée, j'espère qu'elle est en forme. Élie Bissonnette, bonjour. Bonjour. Élie, tu es stagiaire, Ouais. tu viens de Cap-Saint-Ignace. Oui. Qu'est-ce qui fait... Comment on fait pour être stagiaire pour le député fédéral? Depuis environ 3 mois, je fais des démarches pour venir faire un stage d'un jour avec monsieur le député. Ça a pris du temps parce que c'est difficile de céduler une date parce que je suis encore étudiante au secondaire et j'ai des cours, donc c'est Et difficile puis moi, je suis pas mal occupé. Exactement. Il n'est pas toujours dans le comté, donc c'est ça. C'est pas mal ça. OK. Ce que je comprends, c'est que la politique t'intéresse. Ah oui, j'aimerais peut-être être député fédéral, comme M. Généreux. Ouais. Fédéral, pas provincial, fédéral. Oui, fédéral. OK. Oui, pour le gouvernement. Conservateur, libéral, Bloc québécois, NPD, c'est quoi ton parti? Conservateur. OK. Elle n'avait pas le choix, hein? Non, mais elle aurait pu dire, non, moi, je suis séparatiste. Personnellement, j'ai un respect fondamental pour les choix des citoyens. Oui. Je n'ai jamais eu aucun problème avec ça. Et je respecte les choix. Moi, évidemment, je suis fédéraliste. Je ne suis pas séparatiste, ou en tout cas, j'ai jamais cru à un Québec indépendant. Mais je l'ai déjà dit d'ailleurs, j'ai déjà voté en 1980, je ne connaissais rien en politique. J'ai voté pour oui au référendum. C'est quelque chose qui est connu. J'ai déjà dit ça publiquement. Mais je ne connaissais rien en politique à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus informés que nous autres, on l'était à l'époque. Oui, c'est vrai. Et vois-tu, elle a fait un choix, puis elle considère que le mouvement conservateur est peut-être ce qui lui ressemble le plus, mais à l'intérieur même du mouvement conservateur, il y a différents types de conservateurs. Il y a des conservateurs sociaux, comme vous savez, plus dans l'Ouest canadien. Moi, personnellement, je suis un conservateur progressiste. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle j'avais appuyé Jean Charest. Mais avec Pierre Poilievre, je le trouve très progressiste actuellement quand je vois comment il nous traite aussi à Ottawa actuellement et comment il traite l'actualité québécoise particulièrement. Et on a des projets de loi, on en a parlé déjà, là, que le Bloc québécois devrait normalement être au front puis défendre ces gens-là, comme C11, par exemple. Et pourtant, ils sont là en arrière, puis ils disent « Non, on va donner plus de pouvoir au fédéral. » Il n'y a rien à comprendre dans ce qui se passe, mais c'est qu'à l'intérieur même d'un parti, il y a différents niveaux de conservatisme ou de libéralisme. C'est la même chose, d'ailleurs. Donc, ce que je comprends, Élie, c'est que tu as l'intention de poursuivre. Est-ce que tu veux aller, cégep et université en politique, en sciences politiques? Bien, probablement, ou aller en droit parce que ça m'intéresse, mais plus vers sciences politiques. Là. OK. Actuellement, tu es au secondaire? Oui, je suis en secondaire 5. OK. Tu étudies à Montmagny, j'imagine? Non, au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Ah, OK, tu es au collège, OK. Oui. Alors, voilà, Élie Bissonnette qui est stagiaire. Bernard, on a de nombreux sujets. Comme toujours. Eliette, si vous voulez intervenir, vous pouvez le faire avec plaisir. Oui, tu pourrais donner ton idée, ça Et m'intéresse. moi, hier, j'écoutais les nouvelles à Radio-Canada, Bernard, et probablement que les gens ont eu le même ressentiment que moi. Hier, je voyais la nomination de David Johnston, qui est l'ex-gouverneur général du Canada, qui a été nommé par M. Harper. Tout à fait. Et on l'a nommé hier, M. Trudeau. Ça m'a surpris d'abord que M. Trudeau nomme quelqu'un qui était nommé par M. Harper. Quelqu'un de très respecté, M. Johnson. Rapporteur spécial. Oui. C'est quoi un rapporteur spécial? Est-ce que c'est le père Ovid de M. Trudeau ou c'est quoi un rapporteur spécial? C'est drôle que tu fasses référence à ça parce qu'à Ottawa, le petit vidéo, le rapporteur spécial vient voir, voyons comment il s'appelle, dans la série, là, il vient rapporter. L'histoire du Pays d'en haut. Oui, l'histoire du Pays d'en haut. Il vient rapporter, en tout cas, on a vu un petit bout de vidéo, ça va être drôle. Mais le rapporteur spécial de M. Trudeau, essentiellement, c'est pour gagner du temps. C'est juste la raison pour laquelle il a mis en place. À gagner du temps dans la mesure où, actuellement, au niveau du comité de la procédure à Ottawa, les libéraux font du filibustering. Du filibustering, c'est une action de parler pour ne rien dire pendant des heures, pour ne pas faire en sorte d'adopter soit une motion de l'opposition, ce qui est le cas actuellement. Les trois partis d'opposition, le Bloc, le conservateur et le NPD, se sont unis pour demander à ce que la chef du cabinet de M. Trudeau, Mme Telford, vienne témoigner au comité concernant l'ingérence étrangère. M. Trudeau ne veut pas qu'elle aille témoigner, donc ça veut dire que
elle doit savoir des choses que M. Trudeau ne veut pas qu'elle soit obligée de dire publiquement. Donc, ils font du filibustering au comité. Ça fait déjà 3 semaines qu'ils font ça. Et là, il a nommé ce rapporteur-là. C'est ce qu'il nous avait annoncé il y a 2 semaines en Chambre des communes, pour ne pas aller vers une enquête indépendante que les 3 partis d'opposition lui demandent, et non seulement les partis d'opposition, mais aussi plusieurs experts au niveau, avec l'information qu'on connaît maintenant, de fait 1 mois, là, qu'il y a des fuites d'informations qui viennent pas de nulle part, là, ça vient du CIS, là, c'est le Centre d'intelligence, de sécurité et d'intelligence au niveau canadien, d'informations qui ont sorti dans les médias. Et ces informations-là sont tellement importantes qu'il faut qu'il y ait une enquête indépendante qui soit faite au Canada pour s'assurer que notre démocratie n'a pas été mise à risque dans les 2 dernières élections, mais qu'elle ne le sera pas non plus dans le futur. Et quelles sont les actions qu'on doit prendre pour éviter que, justement, il y ait une intervention de d'autres pays, particulièrement la Chine dans ce cas-ci, qui viennent bouleverser nos élections. Bon, et moi, je reviens à ma question. Oui. Johnston a été nommé gouverneur général par les conservateurs, donc vous n'avez pas d'inquiétude à avoir parce que... En fait, le seul inquiétude... Il y a quand même des des allégeances conservatrices. On a beaucoup... Non, pas nécessairement. Mais c'est quoi un rapporteur spécial? C'est quoi son rôle? Écoute, M. Trudeau a inventé ça. Là. Il a inventé ça pour gagner du temps. Oui, absolument. C'est la première fois que ça se fait. C'était difficile à comprendre. C'est la première fois que ça se fait. En fait, le rapporteur va faire l'analyse de ce qui s'est fait à venir jusqu'à maintenant, puis il va aller vérifier si véritablement il y a besoin d'avoir une enquête indépendante qui est demandée par les partis d'opposition. Monsieur Trudeau a dit qu'il allait se conformer à ce que M. Johnson allait lui reporter ou allait lui demander qu'il soit fait pour s'assurer du maintien de notre démocratie au Canada, qu'elle ne soit pas à la merci de d'autres pays qui viennent qui s'ingérer dans nos élections futures. Mais écoute, je ne vais pas passer l'entrevue sur là-dessus, mais ça va donner quoi, une enquête indépendante? En fait, ça va donner que... ce qu'on sait maintenant, c'est que les élections de 2019-2021 ont été en partie compromises par la présence, ou en fait, l'ingérence chinoise, particulièrement dans ce cas-ci, mais l'ingérence étrangère, là, on peut le dire de façon plus large, mais on sait que les Chinois... Parce qu'il y a des diasporas chinoises au Canada, là, des secteurs à Toronto, dans les grandes villes, à Vancouver, où il y a beaucoup de personnes de nationalité chinoise, les familles, etc. La Chine a fait pression sur ces gens-là pour qu'ils disent « Vous allez voter, autrement, vous allez avoir des répercussions ». Alors, s'il y a des répercussions en Chine, dans leur famille, tout le monde... Le gouvernement chinois, là, c'est un gouvernement totalitaire. Là. Ils savent ce que le monde font, ce qu'ils font pas, puis etc. Là. Donc, ils ont même un système de pointage avec la reconnaissance. On dit qu'au Québec aussi, qu'il y a plusieurs entreprises qui se font acheter par les Chinois. Écoutez, ils sont partout. Pas compliqué. Là. Alors, il faut être prudent. Mais nous, ce qu'on demande, c'est une enquête indépendante pour faire la lumière sur ça. Parce qu'on veut s'assurer que notre démocratie ne sera jamais mise à mal. OK. Donc, le rôle, c'est d'informer M. Trudeau sur... C'est ça. Ce qui va se passer. Donc, c'est le père au vide de M. Trudeau. Pas gagner du temps. C'est le père au vide de M. Trudeau. Maintenant, on sait que le 28 mars prochain, Mme Freeland va déposer son budget. Oui. À quoi vous vous attendez, conservateur? En fait, elle a dit, surprenamment, qu'il fallait qu'il soit fiscalement responsable. C'est la première fois en 8 ans qu'ils disent ça. C'est-à-dire de diminuer la quantité de dépenses qu'ils vont faire. Parce que là, ils n'ont jamais arrêté de faire des dépenses. Puis, sincèrement, toi puis moi, là, au niveau de l'endettement qu'on a actuellement, il faut absolument qu'on retourne à l'équilibre budgétaire. Ce qu'eux autres prévoyaient faire en 2028, donc dans 5 ans. Tu comprends qu'avec l'inflation qu'on vit et les taux d'intérêt qu'on a actuellement, les revenus au niveau du gouvernement qui entrent dans les coffres du gouvernement sont évidemment augmentés puisque les prix des aliments augmentent, le prix des services augmente, donc les taxes sont plus élevées. Oui, je comprends, mais juste en intérêt, avec 1 000 milliards on s'entend, aussi, oui, qui ont doublé, tout à fait. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils rentrent de l'argent dans les coffres du gouvernement comme il n'y en a jamais rentré. Ils pourraient, s'ils voulaient, s'assurer de diminuer les dépenses, puis de contrôler les dépenses, et de faire en sorte de revenir à l'équilibre budgétaire. Est-ce que c'est possible, Bernard? Ben absolument que c'est possible. Ça aurait été possible l'an dernier de le faire. Écoutez, M. Trudeau est allé avec avec une délégation au décès de la reine.
il a loué une chambre d'hôtel à 6 000 pour une nuit. Juste pour lui, là. En fait, on ne sait pas si c'est lui qui a couché là ou ben non, du Grégory Charles. Là. En fait, ils ont loué une chambre. Mais moi, mais c'est tuerie, mais c'est fou. Non, c'est Grégory Charles, là, oui. Pense à ça, là. Ben non, on les a vus faire le party dans l'entrée, là. Mais imagine-toi, là, 6 000 $ pour une nuit. Si on fait le party dans le lobby là, jusqu'à 10 h le soir, là, puis à 6 h le lendemain matin, il fallait que je sois debout pour se préparer, là, ça fait cher la minute là, pour dormir. Là. Tu comprends? À quelque part, il y a des dépenses déraisonnables qui se font. Puis ça, c'est rien qu'un exemple. Il y en a plein d'autres. Là. Écoute, sais-tu qu'il y a 70 000 fonctionnaires de plus depuis 2015 à Ottawa? Oui. On n'a jamais été aussi mal servi au Canada qu'on l'est actuellement. Nos bureaux, tu en parleras avec Mme Franqueur, là, les bureaux sont devenus des bureaux d'Immigration Canada. Pas compliqué, là, c'est nous autres qui règlent des problèmes. C'est même plus les fonctionnaires à Ottawa, c'est nous autres qui règlent des problèmes. Il y a vraiment un dysfonctionnement là, actuellement, un dysfonctionnement important de l'appareil gouvernemental. Et tout ça, ça a des répercussions, ça coûte de l'argent, tout ça. Puis je pense qu'il y a moyen de remettre les choses dans l'ordre à Ottawa. Puis sincèrement, on a demandé à Mme Freeland qu'elle revienne à l'équilibre budgétaire, qu'elle s'organise pour qu'on construise des maisons au Canada. Là. On a un sérieux problème de logement, là. Mais il y a tellement d'étapes. Il faut réduire ça à la formule. Connais-tu la formule KISS? Keep it simple and stupid. C'est-à-dire, le moins d'étages possible pour se rendre au but. Là. C'est un peu ça qu'on veut qu'il se passe au Canada. Est-ce que le gouvernement pourrait être renversé si le budget était... C'est quoi la position de M. Singh dans tout ça, là? On va voir. Est-ce que c'est mur à mur jusqu'en 2025? On va voir. Là, je vais te donner un autre exemple. Est-ce qu'il pourrait, si le budget n'est pas favorable, ou n'est pas Écoute, au goût des partis d'opposition? Je ne me souviens pas ce que M. Singh a demandé pour ce budget-ci, mais le budget d'avant, là, il avait demandé le système dentaire pour les... Bon, puis cette année, je pense qu'il a demandé pour les aînés puis les personnes plus vieilles, je pense, en tout cas, ou les personnes vulnérables. Là, c'était pour les enfants. Là, c'était pour les enfants. Mais j'ai lu dans la presse, pas plus tard qu'il y a une demi-heure à peu près, là, que le système est tellement mal foutu, là, que des gens qui ont une facture ou juste une preuve de rendez-vous chez le dentiste, là, puis ils reçoivent 650 $. Ils ne sont pas allés chez le dentiste, là. Les familles ont juste à déposer une preuve comme de quoi ils ont un rendez-vous chez le dentiste, puis ils vont avoir 650 $. Ou l'autre qui a une facture de 70 $, ça a coûté 70 $, on lui envoie 650 $. C'est quoi ça va coûter à la fin de l'année, ça, là, tout ça, là, quand les gens n'ont même pas utilisé un service, puis ils vont avoir 650 $. Ils vont faire quoi avec l'argent, tu penses? Ils vont aller chez le dentiste quand les enfants vont avoir des caries? Ils vont l'avoir dépensé rendu là. Tu comprends? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la façon dont le gouvernement met des programmes en place. Ça a été la même chose pour la PCU. Écoute, il y a du monde qui ont eu la PCU qui n'avait absolument pas raison de l'avoir. Des prisonniers, des mondes qui sont morts qui ont eu la PCU. Écoute, non. On est capable de mettre un système de gestion sur le sens du monde. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. C'est comme... ils sont dépassés, littéralement. Comment le Parti conservateur, si vous étiez on va te faire un méchant ménage. Ouais. Un méchant ménage. On va ramener l'équilibre. C'est pas comme ça que vous allez être élu si vous faites. Si vous non, on parle pas. Ça peut, on parle pas de couper. Vous parlez de plus de 70 000. On parle pas de couper. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'on fasse les choses correctement. D'ailleurs, M. Poilievre, Pierre a dit déjà, nouvelles dépenses, c'est où qu'on coupe. Il n'y aura pas de dépenses additionnelles. On va s'assurer de topper les dépenses canadiennes en disant, ça, là, c'est des dépenses qui sont acceptables, qui sont importantes. D'ailleurs, on a dit qu'on allait continuer le système au niveau de la santé, les transferts de santé, ce qui a été un minimum qui a été donné aux provinces. Les garderies, on a dit qu'on allait les garder. Est-ce que les conservateurs donneraient plus? Non, plus. Si on nous en demande plus, on verra si on en a plus à donner. Mais si on veut en donner plus, là, c'est où est-ce qu'on va couper? C'est ça la question qui va se poser, là. Parce qu'on va vouloir faire en sorte de diminuer. Parce que juste en gardant... en essayant de garder les dépenses au même niveau qu'on a, par exemple, actuellement, et qu'on ne les augmente pas, en soi, elles descendent, tu comprends? Parce que si on continue toujours à les augmenter, inévitablement, ça va toujours prendre des revenus additionnels. Le problème avec M. Trudeau, c'est qu'il met des dépenses additionnelles, mais il ne met pas des revenus additionnels. D'ailleurs, il a déjà dit que le déficit allait s'éliminer de lui-même. T'as peu, là, le déficit, il ne s'éliminera pas de lui-même. Ça va prendre des revenus pour le payer, là. Alors, il va falloir faire un équilibre à l'intérieur de ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est n'importe quoi, là. Je savais qu'elle serait d'accord. Non, mais... Ça a été quand tu regardes ça, Élie, elle est jeune, là. Oui, mais Élie, qu'est-ce que tu penses de ça?
Parce que la dette, nous, on est en fin de carrière. Ouais. Et toi, moi, je trouve qu'on fait beaucoup trop pour qu'est-ce qu'on a, dans le sens que je trouve qu'au niveau de l'argent, puis nos revenus, comme vous le disiez, on n'a pas assez de revenus pour toutes les dettes qu'on a. Ça fait qu'à un moment donné, on est en déficit. Là, et vous autres, les jeunes à l'école, est-ce que ça vous arrive de discuter de ça, au collège, des dettes des gouvernements? Au collège, on a l'éducation financière, que c'est un peu ça. On parle de ça, puis on en parle un petit peu, mais vraiment pas assez pour qu'est-ce que ça serait important d'en parler. Là. Je veux dire, on est jeunes, on est supposé comme apprendre à connaître genre, ces choses-là pour justement pas se faire genre, manipuler par un gouvernement. Parce qu'à un moment donné, si on connaît pas qu'est-ce qu'un gouvernement pourrait faire, ça pourrait nous mener à une crise ou quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant dans ce qu'elle dit... Parce que c'est eux autres qui vont payer. Absolument. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle trouve qu'il n'y a pas assez de littératie. C'est ça, elle appelle ça de la littératie financière. C'est de l'apprentissage sur comment est géré un pays, par exemple. Comment on gère même dans son propre budget. Ils enseignent même plus ça à l'école. C'est pas drôle, là. Puis c'est important. Puis l'importance de la politique. La politique, elle est partout. Ce qu'on prend comme décision en tant que gouvernement, que ce soit municipal, provincial ou fédéral, inévitablement, ça a des impacts dans la vie de tous et chacun. Et quand on parle du gouvernement fédéral qui met des programmes pour la santé dentaire, par exemple, pour faire plaisir au NPD pour ne pas perdre ses élections ou pour rester au pouvoir, bien, ça a un impact. Comment ça va coûter? Il estime que ça va coûter 5 milliards. Mais à ce que j'ai lu un matin, là, ça risque de coûter plus que 6 milliards. Là. 5 milliards. Je veux dire, c'est le free-for-all total. Mais vous attendez à quoi pour le 28 mars? Bien, on s'attend à ce que le gouvernement va faire attention à ses dépenses, qu'il va diminuer ses dépenses. Okay, mais vous n'attendez pas à un équilibre budgétaire? Ben non, pas jamais. C'est ça, l'économie. Ben je veux dire en ce moment, c'est juste l'économie qui est problématique. Là, puis ils font des programmes sociaux beaucoup trop... généreux. C'est ça, généreux à l'égard de qu'est-ce qu'ils ont comme revenu. Vois-tu? Pour moi qui le dis, c'est les jeunes qui le disent, là. Oui. Puis les gens qui nous regardent, ils comprennent la même chose, là. C'est leur portefeuille à matin. Savais-tu qu'au Canada, depuis 8 ans, le coût de loyer a doublé. Le coût des maisons a doublé. Le coût de l'épicerie a augmenté de 30 %. C'est fou, là, quand tu penses à ça. Mais Bernard, il y a eu une pandémie aussi. Là. On est d'accord avec ça. Il y a eu une pandémie, on est d'accord. Il y a des conséquences aussi. On peut pas mettre... à moi dire, oui, il y a le dos large, la pandémie, mais il y a des conséquences. Parce que dans la pandémie, le directeur parlementaire du budget, qui a été nommé par Trudeau, d'ailleurs, là, tu parlais de relations tantôt, il a été nommé par Trudeau. Puis il a dit à Trudeau, M. Trudeau, Monsieur Trudeau, vous dépensez trop d'argent. Il y a 200 milliards sur les 500 qui ont mis sur la table, qui n'auraient pas dû dépenser parce que ça n'avait rien à voir avec la COVID. Ça a été la même affaire avant la COVID. Ils ont dépensé 200 milliards, 100 milliards dans 2008, 2015, 2016, 2017, 2018. Sur 4 ans, ils ont dépensé 100 milliards. Écoute, on roulait full pin dans l'économie canadienne, on n'avait aucun besoin d'alimenter le feu sur les flammes. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est rendu à une inflation qui est comme plus haute que dans les 40 dernières années. Ça a un impact, c'est important, puis les taux d'intérêt ont augmenté 8 fois en l'espace de 8 mois. Tu te rends-tu compte? Bon, je vais me faire pogner les nerfs, là, matin. Oui, là. Bernard, votre médecin m'a averti de pas... Parce que ça ton médecin t'a averti. Ça a que votre pression est haute quand vous sortez d'ici. Bernard, on a reçu ça par la main. Oui. On va se ramener à notre région parce que le temps passe. Oui. J'ai reçu ça à la maison et ici dans l'entreprise. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est un guide fiscal. Le guide fiscal, essentiellement, c'est pour vous dire, parce qu'au fédéral comme au provincial, quand on vient faire notre rapport d'impôt une fois par année pour vérifier si on en paye ou si on n'en paye pas, on doit faire ça, c'est obligatoire. Je pense que ça fait partie d'un élément sociétal important, c'est-à-dire que tout le monde doit payer de l'impôt, s'il y a à payer de l'impôt, bien sûr. Mais à l'intérieur de ça, on retrouve toutes les mesures ou les nouvelles mesures qui ont été adoptées dans les dernières années par le gouvernement fédéral, avec ou sans l'aide des conservateurs. Souvent, c'est sans l'aide des conservateurs, mais quand même, c'est des éléments qui sont là et à laquelle les gens ont droit. Alors, à partir du moment où les familles, les gens qui travaillent, les travailleurs, les entreprises, etc., ont droit, ou les aînés ont droit à des facilités pour payer moins d'impôts, je pense que c'est important que les gens le sachent. C'est pour ça qu'on fait ce petit guide-là et qu'on envoie ce guide-là à tout le monde. Ça, c'est distribué à la grandeur du Canada. C'est pas Bernard Généreux qui l'a fait, là. En fait, mais c'est ramené au local pour chacun des députés. On est 9 députés conservateurs au Québec. OK, c'est que les conservateurs? En tout cas, à ce que je sache, non, c'est tout le monde qui fait ça.
Les libéraux. Annie a dit que tout le monde le fait. Bon. Mais le nôtre est plus beau. J'avais demandé l'information avant l'entrevue. Le nôtre est bleu. Alors, il est plus beau, là. OK. Et l'autre est rouge? Oui. L'autre est rouge? J'imagine. Je ne sais pas. J'espère pour eux autres qui ont envie de dire pas vous. Bernard, aussi, on apprenait récemment, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes ces derniers temps pour obtenir un passeport. Oui. Et là, justement, en raison de la pandémie, les cliniques de passeport que vous teniez ont fait relâche. Oui. Et là, ça revient. Absolument. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est exactement le même fonctionnement qu'avant la pandémie? C'est absolument le même fonctionnement. On va être ici à Montmagny le 15, samedi le 15 avril. Et on va évidemment se donner le même service. La beauté de la chose pour les fonctionnaires, c'est qu'on fait le job, là, de A à Z. Tout ce qu'il reste leur faire, c'est de vérifier puis d'émettre le passeport. Donc, on fait avec les bénévoles le suivi avec les gens, on les aide à remplir le formulaire, on les accompagne. Et le photographe est sur place, ça coûte 17,50 $ pour faire des photos. Les photos, écoutez, on a fait plusieurs, là, on a un taux d'échec là, de 1/10 là. Quand les documents partent de chez nous, ils sont presque à 100% bons, c'est-à-dire que les gens reçoivent leur passeport en échange. Bon, évidemment, on a une nouveauté cette année. Dans la Côte-du-Sud, Mathieu Rivet va être là avec son équipe pour donner des renseignements sur les services aussi qui sont donnés par la province. Parce que vous savez que pour avoir un passeport, ça prend un certificat de naissance valide, non plastifié, l'original. Et on doit envoyer ça à Ottawa. Donc, les gens du bureau de Mathieu vont être présents à notre clinique de passeport. Donc, c'est pour vous démontrer la relation qu'on a. C'est la même chose à Rivière-du-Loup avec Amélie Dionne. On a une très, très bonne relation avec nos collègues du provincial. Donc, ils vont être sur place pour donner de l'information sur la sécurité de vieillesse au provincial, etc., sur les pensions, etc. Ils vont pouvoir répondre à toute une série de questions aux gens qui seront là, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de monde qui viennent à nos cliniques, donc on a un petit peu de temps à gauche, à droite, donc on est capable d'aller jaser avec ces gens-là. Mais effectivement, on va être au bureau de la MRC, dans la salle de conférence en haut, au 3e étage, donc ça va nous faire plaisir de recevoir tout le monde. Et vous allez avoir l'information qui va sortir dans les prochains jours, des vidéos, etc., puis de l'information qui va rentrer, qui va vous indiquer qu'est-ce que ça vous prend pour document quand vous arrivez chez nous. Bon, rapidement, est-ce que le problème des passeports est réglé? Là? Oui, la tempête est passée. La tempête est passée. Il y a possibilité d'avoir un passeport. Si on va dans les bureaux, par exemple, à Québec ou à Rimouski, en l'espace de 48 heures, c'est correct. Là, on est capable de... Mais on peut, encore une fois, la problématique que les gens rencontrent souvent, c'est que puis surtout, bon, évidemment, en sachant qu'il y a 50 % des gens qui sont séparés maintenant, donc c'est les familles reconstituées ou les parents ont divorcé, ça prend les papiers qui viennent avec ça aussi, là, tu comprends? Des fois, c'est complexe un peu, là, donc on est là pour accompagner les gens, puis on le fait à nos bureaux, d'ailleurs, quotidiennement, hein, c'est pas... on le fait à l'année longue, là, c'est d'aider les gens, donc les gens peuvent passer à nos bureaux pour le faire, mais la clinique, c'est comme... c'est un engouement on a développé cette façon de faire-là qui fait en sorte que les gens viennent puis sont super contents là, de participer avec nous. Élie, est-ce que tu as apporté avec toi les patins à roulettes pour être capable de suivre M. Généreux? Non? Probablement que tu vas réaliser au cours de la journée que ça t'en aurait pris une paire. Là. Mais on a une petite journée aujourd'hui. On s'en parlera. On a une petite journée aujourd'hui, c'est pas si pire. Oui, non, sérieusement. Pas besoin de patins à roulettes, cours vite. Cours vite. Merci beaucoup, Élie Bissonnette, qui moi, je suis content d'avoir la relève. Je suis content d'avoir de voir que la relève. J'aime sa façon de répondre aussi. Stagiaire d'un jour, Élie Bissonnette, originaire de Cap-Saint-Ignace. Bernard Généreux, c'est toujours intéressant. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. N'oubliez pas le tournoi de golf de la Fondation de l'Hôpital le 16 juin prochain. Je vais en reparler plusieurs fois. Là. Ah oui, vous aviez quelques heures de disponibles en fin de journée pour... Oui, tout à fait. Puis là, je cherche à ramasser 50 000 $. Alors, attendez-vous que je vous appelle. Là. Madame Francaire, vous organisez quoi pour pas vous ennuyer pour les dernières heures de la journée? J'en ai d'autres en plus. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Voilà, Élie Bissonnette, qui est stagiaire d'un jour avec notre député, et Bernard Généreux, député fédéral.